Bonsoir à tous, merci d'être venus malgré les manifestations, les blocages, les embouteillages sur la RN4. Et merci à notre conférencier de ce soir, Bastien Dubuis, d'avoir fait ce déplacement. Alors pour ceux qui ont suivi, notamment depuis le début de l'année, nos conférences, vous avez remarqué qu'initialement, normalement, devait avoir lieu en mars dans une conférence de Christian Crivellier, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce soir. Donc voilà, il tient à vous présenter ses excuses de ne pas pouvoir pu venir nous parler notamment des dernières découvertes archéologiques en France. Et c'est pour ça aussi que je tiens tout à fait à remercier très chaleureusement Bastien Dubuis de s'être montré disponible et de nous avoir permis en fait de pouvoir quand même vous proposer ce mois-ci une conférence donc sur un sujet qui sera certes archéologique mais assez différent. Je vous laisserai le soin de présenter. Donc Rimbaud va pouvoir aussi quelques mots sur le conférencier. Merci Clément. Mesdames et messieurs, bonsoir chers amis. Je connais quasiment la plupart d'entre vous. On est entre nous, on peut dire que c'est le cas. Donc j'interviens au nom d'Archéolona. Vous savez que les conférences du jeudi sont une co-organisation entre le musée de Saint-Dizier, les archives départementales dont la représentante est un peu bloquée dans les bouchons, et Archéolona, qui est représentée ce soir par sa présidente et son trésorier que j'ai vu. Je participe donc à la confection de ce cycle de conférences. Donc j'avais sollicité effectivement Christian Crivellier, qui est le numéro 2 au ministère de la Culture concernant les affaires archéologiques. Et malheureusement, c'est pas le numéro 1. Et il s'est vu imposer par son boss un colloque auquel il n'a pas pu échapper. Et donc, il est, alors qu'il est sur Autun, je crois, en train de participer à cela. Et donc, il s'excuse. Il pense qu'il reviendra nous voir pour nous présenter donc les 10 découvertes archéologiques majeures les plus importantes des années passées. Ce soir, donc, nous accueillons Bastien Dubuis. C'est pas la première fois que vous le voyez si vous fréquentez vraiment très assidûment le cycle de conférences. Bastien est déjà venu il y a quelques années déjà nous présenter les fouilles de Lavaux. Le prince de Lavaux est peut-être pour vous quelque chose de bien connu. C'est une fouille qui se trouve donc en proximité de la ville de Troyes, où on a découvert une tombe du début du 5e siècle, si je ne me trompe pas, mais je pense que vous allez en parler, et une tombe qui s'inscrit dans un ensemble un phénomène tout à fait particulier, phénomène princier, dont le président de l'INRAP, Dominique Garcia, a pu nous parler lors de la première édition des Printemps de l'archéologie. Donc vous pouvez aussi revoir. On n'a pas pu faire la captation vidéo de Bastien lorsqu'il est venu parler de Lavaux. En revanche, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube pour aller voir l'intervention de Dominique Garcia sur le fait princier. Et ça permettra de compléter ou de mettre en perspective les propos de Bastien Dubuis ce soir. Donc Bastien est l'inventeur, avec son équipe, avec son épouse, de cette tombe de Lavaux. Et quand on fait une belle découverte comme ça, généralement c'est un petit booster dans une carrière. Et on lui a proposé de reprendre en 2019 les fouilles de la Dame de Vix. Vous connaissez probablement cette fouille qui est, cette découverte qui est majeure et qui date du début des années 50. Et donc, il s'est vu confier ce programme de reprise de fouilles. Et donc, c'est ce soir la thématique qu'il va aborder. Et on le remercie vraiment beaucoup d'avoir un peu au débeauté remplacé le conférencier de ce soir qui était prévu pour ce soir. Bonne conférence. Bonsoir. Est-ce que le micro marche? Oui. Je vous remercie d'être venus nombreux assister à cette, en quelque sorte, improvisation, puisque vous l'avez compris, je n'étais pas prévu au programme. J'espère que ça ne se verra pas. Et donc, je remercie évidemment les organisateurs de cette journée, de leur aimable invitation. Et j'ai plaisir donc de vous présenter les résultats de la fouille que j'ai dirigée en 2019 à Vix. La tombe de Vix refouillée, puisque vous allez voir, on pensait tout connaître de cette découverte. En réalité, il restait encore beaucoup à apprendre.
c'est encore très frais comme opération de fouille. Hein. C'était une fouille programmée menée par l'INRAP et par le laboratoire Artéis de Dijon. Donc, moi, je suis habitué à faire des fouilles préventives, et là, une fois n'est pas coutume, j'ai pu faire cette fouille programmée, donc en collaboration avec l'Université de Bourgogne, et donc une équipe associant des archéologues professionnels, des spécialistes de tout horizon, notamment des géologues du laboratoire Artéis et des étudiants. Et donc, le rapport de fouille a été rendu seulement l'année dernière, donc vous l'avez à l'écran. Il n'a pas mis un terme aux recherches, puisque d'autres études, d'autres analyses se sont poursuivies en fin d'année dernière et se poursuivent encore cette année. Mais vous aurez ici un panel un peu de tout ce qu'on peut dire à l'état présent. Alors, pour partir de généralités auxquelles vous avez été confrontés, je pense, avec la communication de mon président, donc Dominique Garcia, cette carte du phénomène princier dans l'est de la France vous présente, entre guillemets, les points chauds, les principaux pôles de pouvoir qui apparaissent ici sous la forme de polygones orangés, et les principales tombes princières, donc les étoiles rouges. Voilà, ce phénomène princier, il se caractérise par évidemment ces phénomènes, ces manifestations spectaculaires que sont avant tout les tombes à chars, les tombes élitaires, d'une richesse qu'on ne connaît pas dans nos contrées, justement avant la fin du VIe siècle avant notre ère. En Allemagne, c'est un peu plus ancien. Et on trouve dans ces tombes des chars, de la vaisselle d'importation et des parures en or. Donc, parfois, tous ces éléments réunis, comme c'est le cas à Lavaux, comme c'est le cas à Vix, parfois pris un peu plus isolément. Et puis, dans certains cas, ces tombes accompagnent ou environnent des sites d'habitat, généralement fortifiés, qui apparaissent sous les airs de capitales, de centres de pouvoir importants, où demeure l'élite, et où on va trouver également de l'artisanat, notamment de l'artisanat de cour, et c'est bien le cas à Vix. Donc je vous ai mis à l'écran sur la carte la localisation de Vix sur la vallée de la Seine. La plupart des points que vous avez à l'écran sont quand même des découvertes anciennes. La tombe de Vix, c'était finalement une des dernières découvertes en la matière. Il y a eu Lavaux plus récemment et 2-3 autres tombes à chars de moindre envergure dans la région de Troyes, mais on va dire que cette carte n'a pas beaucoup bougé depuis la découverte de la tombe de la princesse. Et tous ces éléments esquissent un vaste réseau d'itinéraires d'échelle continentale, hein, qui mettent en relation les cités-États de Méditerranée et les peuplades du nord des Alpes. Vous avez Lavaux également ici, si ça s'affiche, oui, un peu plus bas sur la Seine, donc deux sites quand même très proches, et qui permettent aujourd'hui de travailler sur l'organisation de ces territoires celtiques au 5e siècle avant notre ère, et c'est le sujet de ma thèse, qui porte, vous voyez, donc sur l'Aube et la haute vallée de la Seine du 8e au 4e siècle avant notre ère. En quelque sorte, je remets en contexte dans cette thèse ces découvertes importantes que sont Vix et Lavaux, en essayant d'analyser, de lister aussi toutes les découvertes qui sont en relation soit spatiale, soit chronologique. Et vous verrez quelques images dans ce PowerPoint qui sont tirées de ma thèse en cours. Notamment cette carte qui présente ma zone de travail avec cette myriade de points qui sont, en fait ces points bleus, ce sont tous les sites funéraires de la protohistoire en 1000 second âge du fer qu'on connaît dans l'Aube et une partie du Châtillonnais. Donc ma zone d'étude, c'est surtout le département de l'Aube. Vous avez quelques communes autour de Vix au sud et quelques communes de la Marne au nord. Je ne sais pas si mon pointeur marche. Voilà, Vix est ici. Et donc la tombe de Vix, la tombe de Lavaux sont deux tombes parmi des milliers en fait qu'on connaît dans le secteur. J'ai dans mon inventaire 4800 monuments funéraires à l'heure actuelle,
juste pour cet espace-là, qui n'est qu'une petite portion du territoire français. Donc il faut imaginer que ces tumulus, ces enclos funéraires ont émaillé le paysage, nos paysages, pendant des millénaires. Il en reste encore quelques-uns en élévation, généralement les plus gros, les plus petits ont été effacés du paysage. On les trouve par les fouilles et par la prospection aérienne. Et donc, voilà, travailler sur Vix, travailler sur Lavaux, ça oblige aussi à comprendre tout ce qu'il y a autour et à essayer de voir un peu comment s'organise tout ça, où sont les chemins, où sont les principaux centres de peuplement, etc. Je vous ai affiché Gourzon comme point de repère qui, évidemment, peut également avoir été un centre de pouvoir important aux âges du fer, même si les vestiges semblent être entièrement recouverts par la ville romaine. Je vous ai positionné Lavaux et donc on va zoomer sur la carte, on va aller voir ce qui se passe à Vix. Alors Vix est donc au bord de la Seine, petit village bucolique aujourd'hui, et qui a été au 6e, 5e siècle avant notre ère un centre extrêmement important dont il reste des traces encore visibles dans le paysage, puisqu'on voit encore une partie des remparts de la protohistoire. Alors, c'est un site qui est occupé à de multiples reprises. Le plus ancien rempart connu aujourd'hui, sur le mont Saint-Marcel, relève de l'extrême fin de l'âge du bronze, vers 900 avant notre ère. Et donc, voilà, on a plusieurs siècles avant la Dame de Vix, on a déjà un site fortifié de plusieurs hectares installé en bord de Seine. Et déjà, on a en parallèle des premières tombes installées en contrebas, donc dans la plaine bordant la Seine. Et c'est cette même configuration qu'on va retrouver autour de 500 avant notre ère, mais cette fois avec des dimensions un peu démesurées. Donc vous avez en vert cet habitat fortifié qui vient circonscrire un vaste espace autour du Mont Lassois, avec un plan des fortifications un peu particulier. Vous avez différents remparts imbriqués, notamment ce qui apparaît sous la forme d'une acropole, entre guillemets, avec au sommet des bâtiments spectaculaires, notamment le palais qu'on a appelé le palais de la Dame de Vix, mais qui est un grand bâtiment parmi d'autres. Plusieurs bâtiments qui ont la caractéristique d'être absidés, avec cette abside tournée vers l'ouest. Et dont on connaît maintenant un nouvel exemplaire dans la plaine. Donc vous voyez ici, de l'autre côté de la Seine, du cours actuel de la Seine, un nouveau bâtiment de même type qui a été trouvé en prospection géophysique et qui se trouve non pas à l'extérieur des remparts, mais bien inclus dans une extension du système de défense qui se trouve aujourd'hui de l'autre côté de la Seine. Alors est-ce que c'était le cas à l'époque? Rien n'est moins sûr. La fouille partielle du fossé a montré que les niveaux étaient très hydromorphes, donc on se demande si la Seine ne faisait pas le tour des remparts de ce côté-là, avec peut-être, pourquoi pas, une zone portuaire ici. Ce sont encore des études en cours, mais voilà, on a un complexe immense qui fait 80 hectares, comparable à ce qu'on va connaître à la fin de l'âge du fer avec une fameuse oppida, et qui est associé en fait à une vaste nécropole dont on a vu sur l'image précédente qu'elle préexistait à l'âge du bronze et qui va prendre de l'ampleur, vous voyez, avec beaucoup plus de monuments, dont seule une partie d'entre eux ont été fouillés, donc tous ne sont pas datés, mais voilà, vraisemblablement, la plupart de ces aménagements funéraires sont ou de l'âge du bronze, la fin de l'âge du bronze, ou du premier âge du fer. Alors la tombe de la Dame de Vix se trouve ici. Vous voyez tout de suite que c'est le plus gros des monuments qui sont installés en bord de Seine. Et en zoomant un petit peu, donc, vous voyez l'organisation de la nécropole avec des monuments circulaires. Certains sont des tumulus entourés d'un fossé, d'autres sont de simples tumulus sans fossé d'enclos. On a des formes rondes, des formes carrées, donc une certaine diversité d'aménagements qui reflète aussi la longue durée d'utilisation du site. Et donc le monument de la Dame de Vix qui s'implante un peu à l'écart de la zone occupée à la fin de l'âge du bronze. Et je vous ai rajouté ici, je vous ai entouré l'enclos
quadrangulaire des Herbus qui a été fouillé dans les années 1990 et qui a livré ces exceptionnelles statues en pierre, donc une statue de femme en bas, où vous voyez qu'elle porte un torque autour du cou, et une statue de guerrier. Et toutes deux sont détériorées, il manque la tête. En fait, on les a trouvées sans doute pas à un endroit où elles ont été exposées à l'origine. Au mieux, elles ont été déplacées de quelques mètres après leur détérioration, et peut-être elles ont bougé un peu plus que ça, et on aura l'occasion d'en reparler justement à travers les vestiges que j'ai pu fouiller sur le tumulus princier. Alors, tous ces éléments-là, la plupart d'entre eux n'étaient pas connus à l'époque de René Geoffroy, le fouilleur de la tombe princière, donc le co-fouilleur avec Maurice Moisson. Et en revanche, l'habitat fortifié était connu depuis les années 1930. On connaissait déjà notamment la céramique grecque, trouvée sur les pentes du mont Lassois. Et donc, on avait l'habitat et logiquement, on cherchait à trouver les tombes qui allaient avec. Et c'est Maurice Moisson, qui était l'ouvrier employé par René Geoffroy, qui a eu cette bonne idée d'aller voir sur cette parcelle une tache de pierre dans les champs, qui ne payait pas forcément de mine, mais qui l'avait intrigué. Et donc, il avait commencé à creuser, a priori, au tout début de l'année 1953. Et donc, c'est à la fin de la journée du 5 janvier 1953 qu'il finit à la pénombre tout seul sur la fouille. Et il y rencontre un objet un peu étrange, il tire dessus, il ramène ça chez lui. Et le lendemain, il montre ça à René Geoffroy, qui tombe des nues et qui voit donc une portion du plus grand vase grec jamais trouvé. Et donc la fouille s'ensuit quelques jours plus tard. Et voilà, on dégage le cratère, le fameux cratère, on le prélève et on rebouche. Vous avez des images de cette fouille avec notamment ce qui va nous intéresser plus loin. Ici, vous voyez la fin de la tranchée pratiquée par Maurice Moisson, la tranchée qui l'a amené à faire la découverte. Et donc le cratère qui était dans un angle de la tombe. Vous voyez une partie de l'éboulis, du tertre, tout le monument qui s'est écroulé quand le plafond a cédé. Et vous voyez aussi la profondeur de la découverte qu'on estimait avant la fouille à 3 ou 4 mètres au moins sous la surface du sol actuel. Alors, la tombe a donc été fouillée en 2 fois. Quelques semaines après avoir prélevé le cratère, l'équipe de René Geoffroy revient, réouvre la tombe et procède à la fouille donc, de toute la moitié restante, où il va trouver les restes de la princesse allongée sur un char à 4 roues, démonté. Vous voyez les roues qui sont placées sur les bords de la fosse. Les quelques images qui nous parviennent de la fouille de l'époque nous montrent les difficultés à appréhender des vestiges auxquels on n'était pas habitué en France. La plupart des tombes princières déjà connues avaient été vidées au XIXe siècle, et donc il y a eu en quelque sorte une précipitation à faire cette fouille dans de mauvaises conditions. Vous voyez le fond de la tombe qui est couvert de boue. Il y a eu de la neige par moment. Aujourd'hui, avec les technologies, le matériel qu'on dispose, on pourrait mettre une tente de fouille, etc. On pourrait faire ça. Ce qu'on a fait à Lavaux, on a fouillé en plein hiver, mais à l'époque, ça n'a sans doute pas aidé à récolter finement le matériel, à faire des observations fines. Et c'est notamment une partie des arguments qui nous ont amenés à refaire cette fouille. Vous voyez une restitution du char à 4 roues, ici en haut à gauche, qui a été bien étudiée et publiée dès 1987. Et donc, tout ce qu'on savait de cette fouille, on avait un plan, quelques photos, auxquelles il fallait accorder tout le crédit possible. On ne savait pas si c'était un plan très schématique, très sérieux ou pas. Il a a priori été
restitué de mémoire par René Geoffroy, donc après la fouille. On n'a pas retrouvé ces carnets de fouille, s'ils n'ont jamais existé d'ailleurs. Voilà. Est-ce que la tombe était vraiment de cette forme-là? Est-ce qu'il y avait vraiment des piquets dans les angles? Est-ce que l'intégralité de la tombe a été fouillée? Elle est carrée, à Lavaux, elle était rectangulaire. Est-ce qu'il ne manquait pas un petit bout? On avait plein d'interrogations. Je vous ai mis sur cette diapositive pour le plaisir le Thor Corner, qui est quand même peut-être l'objet le plus spectaculaire d'orfèvrerie connu pour cette période, qui est un parfait exemple de cet artisanat de cour qu'on a bien identifié à Lavaux et qui mêle des techniques locales, celtiques, à des décors et d'autres techniques plutôt exogènes, plutôt méditerranéennes. Ici, l'utilisation de la tôle, donc c'est un tube creux, hein, le torque c'est plutôt une tradition hallstattienne. Les petits décors de filigrane sont plutôt voilà, de consonance méditerranéenne, donc une sorte de mélange des genres qui fait qu'on a longtemps débattu sur l'origine de cet objet. Vraisemblablement, comme la plupart des objets uniques et spectaculaires qu'on va trouver dans ces tombes, comme à Lavaux, ce sont des productions locales, en tout cas un artisanat de cour local ou régional, qui fournit à l'élite voilà, des pièces un peu sur mesure, et toujours uniques, donc il est toujours délicat de faire des comparaisons entre elles. Là, ce qui est amusant, c'est qu'on a à proximité cette statue en pierre qui porte un torque à terminaison globulaire, comme le torque en or ici, sauf que vous voyez que les globes se touchent, et ça fait beaucoup plus penser au torque de Lavaux qu'on a trouvé un peu plus en aval de la Seine. Bon, je n'en tire aucune conclusion, évidemment. Qu'est-ce qu'on connaissait de l'environnement de la tombe, donc du monument, après les fouilles de René Geoffroy, et avant la fouille de 2019? Assez peu de choses en réalité. Il y a eu différentes acquisitions de type radar de sol, prospection géophysique, qui ont montré qu'il y avait bien encore un tumulus dans la parcelle qui était encore voilà, conservé. Du reste, voilà, les labours faisaient leur office chaque année, des pierres étaient enlevées, etc. Donc, curieusement, c'est un site qui était classé au monument historique, mais qui n'était pas protégé. Donc les labours, chaque année, continuaient d'enlever des pierres, et à tel point qu'encore 50 ans à ce régime-là, il n'y avait plus rien. Et vous verrez qu'il ne reste déjà plus grand-chose à l'aune de la fouille de 2019. Malgré tout, ces prospections ont permis de montrer certaines anomalies. Voilà, dans l'architecture du tertre, il y a des zones denses, des zones moins denses. On voit l'emplacement de la tombe, hein, avec une sorte de remblai de pierre qui résulte de la fouille ancienne. Et puis des choses un peu autour, vous voyez ces taches noires autour qui posaient un peu question, on ne savait pas ce que c'était. Et vous verrez qu'on a apporté des éléments de réponse. Alors évidemment, il n'était pas question de refouiller ce terrain jusqu'à récemment, et c'est finalement la tombe de Lavaux qui a démontré, en permettant l'examen minutieux à la fois de la tombe et de son contexte, donc du monument qui va avec, qu'il nous manquait quand même une partie des données à VIX pour pouvoir comparer les sites entre eux et utiliser vraiment la tombe de VIX à l'aune de tout ce qu'on sait du phénomène princier aujourd'hui. Il manquait vraiment des données, et c'est ça qui a donc petit à petit conduit à l'idée de réouvrir la parcelle. Voilà, et donc on m'a confié la direction de cette fouille parce que j'avais eu cette expérience à Lavaux, et bien que les deux monuments soient très différents, hein, à Lavaux c'était quand même relativement simple dans la mesure où le tumulus, le peu qu'il en restait, c'était un tas de craie ou de terre sans véritable structuration. À Vix, vous verrez que c'est quand même beaucoup plus compliqué dès qu'on touche à des monuments en pierre avec des structurations internes, des parements, etc. C'est tout de suite plus long à fouiller et plus compliqué à comprendre. Quoi qu'il en soit, donc on a pu commencer la fouille en août 2019. C'est une fouille qui a duré 3 mois, donc voilà, avec une équipe de 8-10 personnes à peu près. On avait décidé de décaper l'intégralité du monument, sauf
les bermes qui permettent de relever les coupes. Et donc, à l'issue du décapage, on voyait bien qu'il restait un certain relief, 50-60 cm encore conservé, d'un monument qui devait en compter 6-8 mètres à l'origine. Donc, c'est quand même peu de choses, mais c'est peut-être la partie la plus intéressante, vous le verrez. C'est une fouille tout à fait classique qui a procédé par un nettoyage manuel pierre à pierre. Évidemment, on ne peut pas mécaniser un tel site, surtout en fouille programmée, mais voilà, on aurait pu effectivement faire des coupes dans l'élévation, dans la stratigraphie, mais on aurait raté énormément de choses. Et c'est l'avantage d'être en fouille programmée, c'est que si on n'a pas le temps de tout traiter, c'est pas grave, ça sera pour les générations futures. Et le peu qu'on a fait, on a essayé de le faire le plus finement possible. Et ça aboutit donc, vous voyez, à peu près après un mois de nettoyage, on voyait se dessiner parfaitement ce demi-cercle, puisqu'on a pu fouiller finalement qu'une moitié, la moitié donc d'un monument qui fait à peu près 40 mètres de diamètre, qui est constitué de pierre et de terre. C'est pas de la pierre sèche uniquement. Et vous voyez déjà que sur la photo, il y a des lacunes, il y a des trous, il y a des endroits où il n'y a pas de pierre. Donc c'est un monument qui a une longue histoire, mais qu'on a pu renseigner assez précisément. Et la tombe, bien sûr, est au milieu. À ce stade, elle était en partie vidée. Et vous voyez tout de suite se dessiner autour cette corolle jaune. Et vous le verrez un peu plus loin. C'est tout simplement les remblais de creusement de la tombe de l'époque hallstattienne. Donc voilà, quand les Celtes ont creusé pour installer la sépulture, ils ont simplement laissé les tas de terre tout autour. Je vous ai mis le plan pierre à pierre, simplement pour dire que oui, on a dessiné toutes les pierres. Il y en a 14 500. Mais c'est facile aujourd'hui avec les technologies actuelles. On a fait beaucoup de photogrammétrie, donc avec du photoredressement, on peut facilement redessiner après sur ordinateur. Et j'aurais voulu faire ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire demander à l'ordinateur de dessiner lui-même les pierres, en lui indiquant les taches blanches c'est des pierres, ce qui est marron c'est de la terre. Mais c'est un travail qui devait être mené avec le laboratoire de Dijon et qui, faute de temps, c'est dommage, n'a pas été fait. On aurait gagné du temps, mais bon, donc on a fait ça un peu plus prosaïquement. Alors sur la moitié non fouillée, vous voyez qu'on a quand même des informations, puisqu'on a procédé à une prospection, une carte de résistivité électrique après décapage, et donc on voit très bien se dessiner la seconde moitié des vestiges avec des parties qui sont quand même pas très bien conservées ici, et puis d'autres qui témoignent d'une bonne qualité de conservation, et c'est peut-être à l'avenir ce secteur-là qu'il faudrait réinvestiguer pour peut-être avoir un peu plus d'informations sur le monument, bien que vous verrez qu'on a déjà une idée assez précise de son histoire. Alors je vais égrener au fil des diapositives qui suivent les différentes phases reconnues au cours de la fouille. Je vais essayer d'aller vite parce que voilà, c'est pas toujours spectaculaire. Avant le monument, on n'a pas grand-chose. On a quelques indices sous la forme de souches d'arbres, et puis on a même une fosse remplie de torchis un peu plus loin. Donc c'était pas un paysage totalement vide, mais en tout cas on n'a pas trouvé de monument plus ancien sous ce tumulus princier. Donc c'est différent de Lavaux où on avait sous le tertre princier à Lavaux des choses plus anciennes, et donc une accumulation de monuments. Là c'est pas le cas, en tout cas pas sur les parties fouillées. Et ce monument en pierre, il est simplement posé sur le sol. On a retrouvé le sol hallstattien, donc sous les pierres, vous voyez ce niveau gris, c'est le sol sur lequel marchaient les Celtes à l'époque. Il est conservé partout. Ça peut paraître étrange, mais il n'y a aucun aménagement avant l'installation du monument. On le pose tel quel sur le sol. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le contexte géologique dans lequel il s'inscrit, parce que vous verrez que ça a un lien avec la profondeur de la sépulture. Vous voyez, sous le sol actuel, on a cette couche de limon, et en dessous, on a des graviers alluviaux. Et donc, ça nous a étonnés, parce que la carte archéologique nous annonçait les marnes de Bouix,
Et la Seine, elle coule quand même plus bas, peut-être 1 ou 2 mètres plus bas, donc on n'aurait pas dû trouver ces graviers à cette hauteur-là. En fait, on a trouvé les restes d'une terrasse d'une paléocène, donc un cours très ancien de la Seine, qui a plusieurs dizaines de milliers d'années, donc qui est sans rapport avec les occupations celtiques dont on va parler ici, mais qui est un terrain entre guillemets un peu mou, qui repose en revanche sur une couche imperméable, donc les marnes de Bouix, et ça explique beaucoup de choses, pourquoi notamment ils avaient les pieds dans le haut en 1953 quand ils ont fouillé, vous le verrez un peu plus loin. Alors la sépulture, c'est l'un des plus anciens aménagements installés. Vraisemblablement, on implante l'emplacement de la tombe pour pouvoir, avec un cordeau, dessiner la façade du tertre. Et cette façade, elle est aussi construite dans les premiers temps de l'aménagement du monument. C'est un simple parement de pierre. C'est pas extrêmement impressionnant. Mais peut-être que dès cette étape, vous voyez, existe une entrée qu'on restitue parce que l'aménagement du monument a lieu de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est encore un truc un peu étrange, mais on va en parler un peu après. Et vous avez sur cette vue donc à la fois la tombe, les remblais de creusement qui apparaissent jaunes parce que tout simplement ils ont traversé cette terrasse de la Seine, de cette terrasse de gravier jaune qu'ils ont rejeté sur les côtés à l'époque, et ces graviers ont ensuite été recouverts par le tumulus proprement dit. On voit bien, on coupe le sol hallstattien et ses remblais latéraux. Alors la tombe, on l'a intégralement fouillée, vous verrez quelques photos tout à l'heure. Je tue le suspense tout de suite, il n'y avait plus rien à trouver à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle a été intégralement vidée en 1953, et par moments ils ont même outrepassé les vestiges hallstattiens, ils ont un peu surcreusé. On a eu la chance quand même d'observer peut-être les traces des parois en bois, donc on avait un léger surcreusement tout autour avec des traces plus sombres qui font penser à donc, des parois peut-être formées de poteaux verticaux jointifs, comme on l'avait bien documenté à Lavaux. Et surtout sur cette image, vous voyez la profondeur assez importante qui atteint près de 3 mètres sous le sol actuel. Donc on est, il faut enlever un peu, pour penser à la cérémonie funéraire, il faut enlever les 50 premiers centimètres qui sont intervenus après. C'était quand même une tombe très profonde, et tout simplement elle est profonde pourquoi ? Parce qu'ils sont allés chercher un niveau dur, donc le niveau des marnes de Bouix, qui apparaît, qui affleure ici, et donc qui, comme je l'ai dit, est imperméable. Et donc toutes les eaux de ruissellement qui viennent du Mont Lassois traversent les graviers de l'ancienne Seine et viennent glisser sur cette couche, ce qui est bien que il y a de l'eau tout le temps en fait. Et ça explique une partie de l'aspect de conservation des objets qu'on a trouvés là. Je vous ai mis comme comparaison le plafond de la tombe de Vix, qui était exceptionnellement conservé, de la tombe de Lavaux, pardon, qui était conservé donc dans la partie basse du tumulus. C'est des éléments, des traces qu'on a recherchées à Vix et qui malheureusement avaient disparu, soit ont été détruites en 1953, on ne peut pas ne pas y penser, ou peut-être qu'elles avaient disparu de plus longue date, c'est possible aussi. Mais donc on n'a pas d'éléments sur le plafond de la tombe de Vix. En revanche, le parement, donc le muret périphérique du tumulus, était par endroits assez bien conservé, vous voyez, avec plusieurs assises de gros blocs calcaires. Ça ne devait pas être très haut hein, comme muret, vraisemblablement c'était vraiment pour marquer la limite du monument sur peut-être 1 mètre de haut, et ensuite il faut restituer un vaste dôme, sans doute remis en pelouse assez rapidement. Vous voyez sur l'image en bas à droite la limite du monument après démontage de l'éboulis, donc on a une limite quand même bien marquée, mais quand même peu d'épaisseur. Il est normal qu'à l'extrémité, sur les bords du monument, avec l'érosion différentielle, on ait moins d'épaisseur qu'au centre. Vous voyez ici sur les bords, on a 20-30 cm. Vraiment, les labours ont fait quand même beaucoup de mal à l'époque contemporaine sur ce monument.
Alors, l'intérêt du site, puisque vous voyez, il n'y avait plus rien à fouiller dans la tombe, c'était l'étude de ce monument qui était parfaitement méconnu et qui a livré des choses un peu étranges, notamment des lignes de pierre dressées, vous en avez un exemple ici, et qu'on trouve à plusieurs endroits de manière rayonnante et qui nous interroge à quoi pouvaient-elles servir. Est-ce qu'il s'agit de limites symboliques ou de choses un peu plus pragmatiques, par exemple des limites de chantier. On peut imaginer un chantier organisé en plusieurs équipes, ou même on peut penser à un niveau de réglage, à des pierres qui donnent une limite haute des maçonneries à installer, de manière à se mettre à hauteur de la tombe. Ça peut être aussi, c'est une des hypothèses que je privilégie. Alors, ce n'est pas un unicum, on trouve d'autres exemples, notamment le tumulus de Hordorf, qui est tombe encore plus riche, si c'est possible, que la tombe de X. C'est en Allemagne, et là aussi on a des éléments rayonnants qui montrent que ces monuments ne sont pas juste des tas de pierres, en fait ce sont des choses qui sont complexes, qui sont structurées à l'intérieur, notamment parce qu'ils sont liés à la cérémonie funéraire qui intervient à un moment donné où le monument est déjà en partie construit, et donc il y a des problématiques d'accès, de circulation interne, qu'on peut analyser à travers ces quelques traces. Alors, on aurait pu penser qu'après creusement de la tombe, on construise le monument de manière concentrique, en amenant des matériaux depuis la tombe vers l'extérieur. C'est tout le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on commence à fabriquer des caissons paramentés, donc des petits murets, depuis l'intérieur du muret périphérique, en se dirigeant vers le centre du monument. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont un peu assez petites, 2 mètres carrés, peut-être l'équivalent d'une journée de travail à chaque fois. Et ces petits aménagements n'étaient pas destinés à être visibles, c'est ni spectaculaire ni soigné. Vous voyez un exemple de parement ici, de toutes petites plaquettes calcaires. On peut imaginer que du jour au lendemain, c'était déjà caché par la maçonnerie suivante. Et ça donne l'impression qu'on voulait remplir l'intégralité de l'espace délimité par le muret périphérique par ces petits caissons-là. Sauf qu'il s'est passé sans doute un événement qui a conduit à changer de technique, puisqu'en cours de route, ces petites maçonneries cèdent la place à des apports massifs de sédiments qui sont beaucoup moins riches en pierre. Donc là, on amène un peu tout ce qu'on a, des remblais avec un peu de blocage de terre, de calcaire, et ces apports se font de manière rapide, soudaine, partout là où il n'y avait pas encore de maçonnerie. Moi, ce qui pose la question toute bête, pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce qui a conduit à changer la technique de construction? On peut imaginer tout simplement que le décès de la princesse a conduit à vouloir finir plus vite le chantier, à procéder ainsi. C'est une hypothèse comme une autre, mais ça peut l'expliquer. Vous l'avez à l'écran, vous avez les éléments en gros blocs calcaires à droite, donc toutes ces maçonneries, qui cèdent la place après à des niveaux plus riches en terre, avec des toutes petites blocailles calcaires. Donc il y a vraiment une rupture dans la continuité. Là. Alors, une fois que l'intégralité de cet espace est remplie, l'histoire ne s'arrête pas là, on vient faire des aménagements en façade du monument. Et ça, c'est quelque chose de très important dans ces grands monuments princiers, c'est-à-dire qu'il y a une notion de mise en scène, et la mise en scène, ça passe par l'aménagement notamment des entrées, et on pense avoir trouvé une entrée ici sous la forme d'une rampe, vous voyez, qui prend cette forme de virgule ici en bleu, qui vient tourner et venir sur la partie ouest du tumulus. Donc c'est aussi délimité par un parement. On a trouvé en vis-à-vis deux maçonneries qui s'apparentent à des contreforts, et contre cette rampe, une autre maçonnerie d'un tout autre type, d'une autre architecture, qui s'apparente, elle, à un podium, qui pose vraiment beaucoup de questions. Donc, j'avais tout écrit, évidemment, je l'ai dit. Voilà. Vous avez quelques images ici. Donc, ça, en haut, on pensait à un moment de la fouille que ça pouvait être une sépulture. Donc, on a pu quand même en fouiller la moitié. C'est pas une sépulture, c'est installé directement sur le sol, c'est que de la pierre. Et même chose ici, on a vidé la partie un peu de blocage interne ici sans trouver de sépulture. Donc voilà, on pense effectivement ici à un contrefort appuyé contre le parement du monument. Et ici, puisqu'on est contre la rampe,
la notion de contrefort intervient pas très bien, ça serait plutôt un podium ou un autel. Alors pour quel usage? Évidemment, on pense tout de suite à ces fameuses statues qui ont été trouvées à 200 mètres dans la même parcelle et qui sont, on l'a dit, en position secondaire, donc elles ont été bougées après avoir été cassées. Et où étaient-elles avant d'être détériorées? C'est toute la question. On peut imaginer que ce type de maçonnerie pouvait très bien accueillir un statuaire de ces dimensions-là. Ça marche très bien, ça marche d'autant mieux qu'ici on a une représentation féminine d'un personnage qui porte un torque globulaire comme on a trouvé dans la tombe. Voilà. Bon, ce sont des pistes d'interprétation. Ce sont quand même des aménagements importants. C'est des belles surprises de la fouille qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas visibles non plus sur les prospections géophysiques. Alors, après tous ces divers aménagements, on en vient enfin à la cérémonie funéraire. Donc elle intervient dans cet écrin architectural où en fait il y a déjà une partie du monument construit sur lequel donc on accède par un côté, par une rampe en forme de virgule, et tout ça s'apparente à une plateforme en fait, un peu comme les vestiges de Lavaux l'ont montré, une plateforme surélevée, un podium qui sert à la cérémonie funéraire, et donc on vient ensuite procéder à l'inhumation de la princesse. Et vous voyez à l'écran que finalement, le plan fourni par René Geoffroy, il n'est pas si mauvais que ça. En le faisant pivoter un petit peu vers la gauche, il s'intègre parfaitement dans les vestiges trouvés en 2019. Évidemment, c'est un peu moins trapézoïdal que ce que René Geoffroy avait représenté. Les piquets d'angle n'existent pas, c'est folklorique. Mais en tout cas, le mobilier tient très bien, et tient très bien en plus sur les limites des parois en bois qu'on a pu identifier, notamment, vous voyez les roues ne touchaient pas, les bandages de roues ne touchaient pas le bord de la fosse sur le dessin de René Geoffroy, et pour cause, ici le vide, c'était des pièces de bois évidemment. Oui, je vous ai mis une petite photo du musée de Vix tel que le dépôt funéraire est représenté. Évidemment, aujourd'hui, on aurait tendance à mettre plutôt des poutres verticales qu'horizontales, mais ça ne change pas énormément. Alors, quelques images de la fouille. Donc, on a commencé par vider les remblais de la fouille ancienne avec une mini-pelle, en passant le détecteur de métaux. Et puis, on a fini en fouille manuelle. Donc, toute la moitié inférieure a été faite à la main. Ça représentait beaucoup de volume, et vous voyez que l'histoire se répète. René Geoffroy, Maurice Moisson avaient les pieds dans l'eau en 1953, et nous aussi, avec cette fameuse couche imperméable. Tous les matins, il y avait 50 cm d'eau dans la tombe qu'il fallait pomper. Ça se remplissait à une vitesse incroyable, et heureusement pour nous, il n'y avait plus rien à fouiller, parce que sinon on n'aurait pas pu quoi. Donc jusqu'au fond, on a bien vu qu'on vidait un remblai de fouilles anciennes. On a même trouvé de mémoire une ampoule, je ne sais plus si c'était une ampoule du phare du camion de pompier qui est là, ou d'appareil photo. Mais il y avait du journal imprimé, des choses comme ça, donc du papier d'alu, etc. Voilà, on n'était pas dans des vestiges celtiques en place en tout cas. Et au fond, c'était pareil, c'était entièrement gratté, il n'y avait plus aucun objet au fond. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que toutes les photos de fouilles anciennes, c'est des plaques de verre, et on ne sait pas toujours dans quel sens les mettre. Alors, traditionnellement, celle-ci, on la connaît comme ça, et en fait, ça marche pas, puisqu'on a, je ne sais pas si ça marche très bien à l'écran, on a la fin de la tranchée de fouille de Maurice Moisson ici, et donc le cratère ne peut pas être sur la droite de la tranchée, il est sur la gauche, donc il faut inverser la photo, et comme ça marche très bien. On a le cratère vu depuis la fin de la tranchée de fouille qui est ici. Bon, voilà. Alors, il existe d'autres méthodes pour appréhender de tels ensembles funéraires, par exemple en Allemagne, autour de Leinebourg, qui est une sorte de facsimilé de ce qu'on a à Vix. Ils n'hésitent pas à prélever la tombe intégralement, donc pour ensuite la fouiller en laboratoire. Ils l'ont fait 2 fois déjà, ce qui permet une fouille très fine des vestiges.
et qui, sans aucun doute, apporte énormément d'informations, en tout cas plus qu'une fouille manuelle in situ. La grosse différence, c'est qu'en faisant ça, on ne connaît pas le monument qui va avec. Et donc là, on a des tombes, on connaît bien les tombes, on ne connaît pas leur monument. On va dire qu'avec la fouille préventive de Lavaux, on avait atteint un certain équilibre avec une fouille préventive, donc qui a aussi ses défauts, mais qui avait le mérite de tout étudier, la tombe et son contexte. Alors, est-ce que René Geoffroy avait bien fouillé ? Malheureusement pour lui, on a retrouvé énormément de mobilier oublié lors de cette campagne de fouille de 1953. Déjà pendant la fouille de ces remblais, on en ramassait tout le temps. Vous voyez quel aspect ça pouvait prendre. Des fragments ferreux, de tas de petits objets en bronze. Si bien qu'on a décidé de prélever intégralement ces remblais de fouilles anciennes, non seulement ceux qui remplissaient la tombe, mais aussi ceux qui remplissaient la tranchée, puisqu'ils ont rempli la tranchée de fouilles avec aussi du sédiment qui venait de la tombe. Et tout ça représentait quand même 70 mètres cubes qu'on a emmené en plusieurs fois, qu'il a fallu après tamiser. Bon, alors, on les a prélevés et on a fini par trouver une solution de tamisage à Pont-à-Mousson. Donc l'INRAP a une petite station de tamisage de Big Bag. Voilà, simplement, c'est très simple. Hein, avec un Manitou, on vide le contenu des Big Bags sur un grand tamis qu'on asperge avec de l'eau. Et donc, sur la grille, après, on récolte, on enlève les pierres et de manière de plus en plus fine, on enlève et on récolte le mobilier au fur et à mesure. C'était une grille de 3 mm, donc si bien qu'on a récolté littéralement des milliers de restes. Je crois qu'on en a plus de 2000. Voilà, 2049 restes en bronze, en fer, etc., en os. Des choses très petites, de quelques millimètres, évidemment. Et aussi quelques objets complets, vous le verrez. Et donc une opération qui a porté ses fruits, a permis notamment de retrouver des ossements de la princesse qui n'avaient pas été récoltés en 1953 pour diverses raisons, notamment la fouille dans la boue, hein, malheureusement. On a trouvé des ossements de bébés, mais voilà, on s'interrogeait, est-ce que la princesse avait été inhumée avec ses enfants? L'ADN nous dit que non, elle n'est pas la mère de ces 2 ou 3 enfants qui sont associés, et en fait une date radiocarbone nous dit que ce sont des tombes mérovingiennes et donc qui interviennent plus de 1000 ans après la cérémonie funéraire de la princesse, et c'est des tombes qui avaient dû être simplement détruites, traversées par la fouille de 1953 et remélangées après dans les remblais. Alors moi, avec ma compagne Émilie, on s'intéresse plus particulièrement au mobilier métallique qu'on étudie pour la tombe de Lavaux. Et ici, vous voyez que le petit mobilier, donc les éléments issus du dépôt funéraire, sont très nombreux. On a dû faire l'étude et le nettoyage pour étude pendant le confinement. Donc on a dû improviser avec notre restaurateur cet atelier de restauration et d'études. Donc vous voyez notre collègue Renaud Bernadet en train de nettoyer par microsablage une des pièces du dépôt funéraire. Ici, un élément du cratère grec. On a trouvé quand même énormément de choses. Vous voyez ici la planche qui montre les éléments de parure, avec notamment ici en haut à droite un fragment qui appartient au grand torque en bronze, puisque là, il y avait 2 torques dans la tombe, avec ces traces noires qui en fait sont les restes sans doute d'une lanière de cuir enroulée tout autour. On a trouvé des fragments de perles en d'ambre, mais on connaissait déjà les bracelets à perles d'ambre trouvés en 1953. Voilà, ici c'est le fameux grand torque en bronze qui était trouvé plutôt, qu'on pense avoir été déposé sur le bassin, sur le ventre de la défunte. Et puis surtout, le plus intéressant, c'est la découverte des fibules. Alors dans ces textes, René Geoffroy nous disait qu'il y avait sans doute une fibule qui avait été aspirée par la pompe, donc qui avait disparu comme ça. Et en fait, au lieu d'en retrouver une, on en a retrouvé, je crois, plus de 18 restes inédits. Et en fait, en tout, je crois que c'était une tombe qui avait pas loin de 18 fibules en comptant donc, les éléments qui recollent avec des fibules déjà trouvées. Il y a quand même pas mal d'éléments inédits. Il y a des éléments qui forment des paires
cohérentes, notamment ici cette fibule en fer et en or, dont on connaissait un exemplaire incomplet dans le corpus de 1953. Vous avez une fibule à décor de corail ici, enfin, beaucoup de nouvelles choses très intéressantes. Et aussi ce petit objet qui fait moins de 3 cm, qui est en fait un manche de Sculptorium. Donc vous voyez ce petit accessoire pour entretenir les cuticules. Il manque la partie active, mais le manche était décoré d'une perle d'ambre ici, et à l'extrémité on a de l'ambre. Et en fait ces filets dorés qui sertissent le fer, on croyait que c'était du bronze au moment du nettoyage. Et l'analyse par ablation laser menée par Maryse Blais-Lemarquand à l'IRAMAT d'Orléans a montré qu'il s'agissait d'or. Donc on a en fait de l'or jaune en majorité et 2 filets en or pâle. Donc de mémoire, ce que j'ai pris des notes, il y avait, je crois qu'il y avait quand même 60% d'argent. Donc des éléments à forte teneur en argent également. Et on sait combien l'argent est rare à cette époque. Donc voilà, c'est plutôt des belles surprises. Un petit accessoire très fin, très décoré, qui ne connaît pas vraiment de comparaison. Pour la période, on a plutôt des choses très simples, hein, comme ça, non composites, hein, généralement en bronze. Donc c'est plutôt une belle surprise. Et ça a été trouvé au tamisage. Donc voilà, 1 mètre cube de sédiment tamisé a donné ce tout petit élément. Alors, on a aussi trouvé de nouveaux éléments de vaisselle, pas énormément, mais vous voyez des choses qui appartiennent au cratère. Quelques tessons de céramique grecque qu'on pense assez facilement resituer sur les 2 coupes attiques déjà découvertes. Notamment, vous voyez ce décor-là qui est ici. Et vraisemblablement, la restauration a restitué les lacunes. Ce sont des restaurations anciennes à Vix. Hein, on va sans doute pas réinsérer les nouveaux fragments sur les objets déjà restaurés, mais en tout cas, ces nouveaux fragments, ils permettent justement de faire des analyses. Là, on ne peut pas les faire sur les éléments déjà restaurés, parce que la restauration est aussi un acte, c'est aussi destructeur, ça enlève de l'information. Là, on a des choses entre guillemets un peu plus fraîches. Et puis, parmi les bonnes surprises, des éléments appartenant au cratère, notamment, c'est ce petit relief de bas de patte d'un quadrige, qui est le seul élément qui manquait à la frise de quadrige et de hoplite, donc du haut du cratère. On a un fragment du grand bassin ombilique, et ce tout petit élément qui fait 7 mm, c'est le bout des doigts qui manquait à la statue qui orne le couvercle du cratère. Et ça aussi, ça a été trouvé au tamisage. Donc, enfin, on arrive à compléter ce dépôt funéraire. Et mon Dieu, que ça a été du travail de tamiser tout ça. Bref, voilà. Est-ce qu'il s'affiche? Non, voilà le cratère tel qu'il est présenté aujourd'hui au musée de Châtillon. Ça reste quand même une pièce. On peut la voir 500 fois, on sera toujours ébahi par ses dimensions, quoi. C'est incroyable. Et le problème de ce grand récipient, c'était de savoir qu'est-ce qu'il contenait, puisque les restaurations étaient un peu brutales, on va dire, avec carrément des pièces découpées, ressoudées, reforgées. Et donc, on ne savait pas ce que ce grand récipient avait contenu. Et dans les multiples petits fragments découverts au tamisage, on a quand même des éléments de tôle un peu épaisse qui pouvaient appartenir à ce récipient. Et donc, on a essayé de procéder à des analyses de chimie organique. Ah, il y a une animation, ça ne devrait pas, bref, il manque une animation, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur ces éléments-là, le laboratoire Garnier a trouvé quand même des traces de raisin noir et de pois, qui sont 2 éléments qu'on trouve dans le chaudron de Lavaux. À Lavaux, on a les marqueurs de fermentation qui nous permettent de parler de vin, de vin rouge. Ici, on n'a pas les marqueurs de fermentation, donc on ne peut pas dire que le cratère a contenu du vin, comme à Lavaux, mais on a un spectre qui commence à y ressembler, quoi. En tout cas, voilà, on n'est pas sur la bière ou sur d'autres choses pour l'instant. Ah, ça s'est fait à l'envers. Donc, même chose pour la fiale en argent et en or, même type d'analyse, même type de résultat. Et je vous ai mis le chaudron de Lavaux, quand même, pour comparaison. Alors, de multiples éléments appartiennent au char à 4 roues, mais qui a été tellement bien étudié que
Ces nouveaux restes ne nous apprennent guère plus pour l'instant. Vous voyez ici un petit élément de la frise de la caisse avec ce décor de rouelle qu'on retrouve voilà, parmi le corpus inédit. Des tas d'éléments en fer qui ont été en partie nettoyés. Il y a des choses un peu nouvelles, ici des sortes de clavettes à anneaux mobiles qui n'étaient pas vraiment documentées jusqu'à présent. Et puis de nouveaux exemplaires des déjà très nombreuses agrafes à crochet, à disque, découvertes dans la tombe, dont on se demande bien à quoi elles pouvaient servir, peut-être à tendre une bâche, soit sur le char, soit peut-être pour l'architecture, pour le plafond ou les parois de la tombe, on ne sait pas trop. Et puis des centaines et des centaines de clous en bronze qui, outre le fait qu'ils sont très nombreux, ils sont tous d'une qualité exceptionnelle. C'est quand même très petit. Ceux-là, ils font 4-5 mm et on y croirait sortis d'une usine qui fabrique au laser. C'est un truc qui sont d'une qualité incroyable. Mais puisqu'ils ont été prélevés en 1953, redéposés dans les remblais, on ne connaît plus leur localisation exacte et on ne sait pas restituer s'ils décoraient le char ou peut-être un trône ou peut-être toute autre chose. Donc malheureusement, on n'ira pas beaucoup plus loin avec ces éléments. Voilà pour l'aspect mobilier. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Le tertre funéraire, malheureusement, il y a peu de choses à en dire puisque tout ce qu'on a trouvé appartient à des phases de construction antérieures à la cérémonie. Donc le tertre qui a été ajouté après sur le plafond de la tombe, il n'était pas conservé. En 1953, ils auraient pu étudier vraiment l'effondrement de ce tertre dans la tombe. Ils ne l'ont pas fait, donc on sait juste qu'il y avait un mélange de pierre et de terre qui s'est effondré. Donc voilà, une terre en pierre. On peut restituer la hauteur, voilà, entre 6 et 8 mètres. Vous voyez que quand même, le peu qu'on a fouillé, c'est rien par rapport à ce que ça a été. Alors la question de l'origine des matériaux a été appréhendée par l'équipe de l'Université de Bourgogne, en particulier Jean-Pierre Garcia, Amélie Querez, qui ont pu sur le terrain donc, identifier pierre par pierre les matériaux, donc entre les marnes de bouillie, les calcaires à coraux, etc., à coniporelles, toute une panoplie de calcaires locaux qui ont été identifiés et qui permettent de proposer que les matériaux du monument ont été extraits pas très loin d'ici, en bord de Seine, sans doute près du village d'Étrochet, donc on est à 2-3 km. On a des affleurements de cet étagement de bancs calcaires, vous voyez ici la coupe géologique, et c'est vraisemblablement en bord de Seine que les Celtes avaient accès à ces différents niveaux qui sont retrouvés mélangés dans le tumulus, et on peut penser que ces pierres, elles ont descendu la Seine en bateau, jusqu'au plus près du monument. Et puis ensuite, c'était pas très loin pour aller alimenter le chantier. Alors, après le monument, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ici une fosse dont une datation radiocarbone a donné le début du IVe siècle avant notre ère. Et c'est une fosse qui contenait des débris de démolition, vraisemblablement issus du podium ici. Donc, on sait que moins d'un siècle après, il y a destruction d'une partie du monument. Et ensuite, on a comme il n'est plus entretenu, les pierres s'éboulent et on a des niveaux d'effondrement sur les côtés. On le voit bien ici, la façade du monument, les éboulements à l'extérieur. Le site est réinvesti à l'époque romaine, non plus pour une vocation funéraire, mais où, alors je ne l'ai pas mis, vous l'avez vu tout à l'heure sur une des diapositives, il y a un bâtiment juste à l'extérieur de la fouille, un bâtiment antique qui doit être associé vraisemblablement à de vastes zones d'extraction qui sont venues démolir notre beau monument. Et on peut imaginer que l'effacement de ce tertre du paysage ne date pas d'aujourd'hui, il date vraisemblablement de l'époque romaine. Et le tertre a servi de carrière de pierre, si bien qu'il en reste finalement plus grand-chose. Vous voyez des grands espaces comme ça détruits. On en a autant de l'autre côté, en prospection géophysique. Et c'est une bonne chose pour nous, puisque c'est ça qui a permis l'oubli de la sépulture et du monument, et donc sa préservation jusqu'à l'époque contemporaine. Vous avez quelques exemples ici de ces carrières où on garde les pierres, on laisse la terre, donc on a cet effet-là. Et on voit bien sur la prospection géophysique que
les taches plus sombres visibles sur la partie non fouillée sont très cohérentes avec celles qu'on a fouillées. Donc, en plus, c'est orienté plutôt en perpendiculaire au bâtiment, donc on a vraisemblablement un lien entre les deux. Il s'écoule ensuite plusieurs siècles jusqu'à l'époque moderne où le terrain est remis en culture. On va retrouver des fossés de drainage. Alors ici, au début, pendant la fouille, j'ai cru que c'était une tranchée de fouille plus ancienne que celle de René Geoffroy, parce qu'elle s'arrêtait juste avant la tombe. Mais non, on a d'autres indices qui font penser à des drains. Et surtout, on a trouvé les vestiges de la fouille ancienne. On a fait de l'archéologie. Et c'est quand même assez amusant de voir que René Geoffroy lui-même nous parle de sa tranchée de fouille amorcée au début de 1953, orientée nord-sud. Et où est-ce qu'on la trouve? On la trouve est-ouest. Tout est normal. Non, mais c'est extrêmement amusant. C'est vous voyez ce vieux débat entre qu'est-ce qui est le plus important, les textes ou les faits archéologiques. Voilà, c'est les faits archéologiques qui donnent tort à l'archéologue qui les a fouillés. C'est quand même incroyable. Et donc on a trouvé cette tranchée qui mesure bien 9 mètres et non pas 20 mètres, comme René Geoffroy a pu l'écrire dans ses dernières publications. Donc voilà. Les faits ne mentent pas. Et vous avez à l'extrémité de la tranchée le petit escalier, sans doute installé par l'ouvrier, par Maurice Moisson, pour accéder. Donc un escalier qui date du 5 janvier 1953, ça c'est quand même pas mal. Et vous voyez la coupe ici, bref. Et donc grâce à la fouille de 2019, on a pu essayer de recaler une partie des photos d'époque, notamment celle où on voit le dégagement du cratère et surtout on voit la fin de la tranchée de fouille que nous on a pu revider. Donc tout ça colle parfaitement, le cratère est bien dans l'angle. Ça, c'est plutôt rassurant sur la qualité du plan, en tout cas, peut-être pas à 20 cm près, mais globalement, c'est plutôt rassurant. Idem pour la photo où on voit les bandages de roue, sur laquelle on voit un surcreusement ici, qu'on a à la fouille. Donc on le retrouve parfaitement, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Là, ça marche très bien aussi, la tranchée de fouille, etc. Et le cratère. Alors, j'ai presque terminé. Que nous apprend d'autre cette réouverture de la tombe de Vix? On l'a vu avec le mobilier, notamment les fibules, il y a une question sur la datation, puisque depuis la fouille de René Geoffroy, la date n'a pas bougé, elle est proposée autour de moins 500, certains moins 490, mais à 10-15 ans près, on est autour de moins 500 avant notre ère, donc plutôt le début du Hallstatt D3, qui est la phase finale du premier âge du fer. Or, cette datation reposait beaucoup sur cet objet grec, cette coupe de Noupe, qui est produite justement vers moins 510, moins 500, avec cette vieille lubie par le cross-dating et l'estimation du temps de déplacement des objets entre leur production et leur arrivée. En réalité, ces tombes princières, elles sont remplies de vieux objets qui ont plusieurs générations, et ça, c'en est un très bon exemple, puisqu'il y a des objets bien plus récents dans la tombe, et ce sont des bêtes petits objets celtiques qui font 2-3 cm, ce sont les fibules. Quand on trouve des éléments comme ça, dans d'autres tombes, on n'hésite pas à les dater de l'Athènes A1, du début du second âge du fer. Et donc cette tombe de Vix, qui était emblématique de la fin du premier âge du fer, elle se trouve, à l'aune de ces nouvelles découvertes, à se voir un peu plus glisser vers quelques dizaines d'années plus récents, plutôt autour de, vous voyez, moins 470, moins 460 peut-être, tout le débat étant de savoir comment ancrer en chronologie absolue des tiroirs chronologiques qui sont des datations relatives, mais vous voyez que cette date un peu plus récente, elle chevauche celle de Lavaux, et donc deux tombes qui étaient séparées d'une ou deux générations se retrouvent quasiment contemporaines. Alors on va dire que vraisemblablement la tombe de Vix est quand même un peu plus ancienne de Lavaux, pour différentes raisons, notamment parce qu'elle ne contient pas vraiment de décors du premier style celtique, qui sont caractéristiques de la seconde moitié du 5e siècle avant notre ère. Mais au lieu d'avoir 50, 60 ans d'écart, on est plutôt sur 20 ans, 30 ans maximum entre les deux. Et donc, voilà, la question de la comparaison entre Vix et Lavaux s'impose d'emblée. Dans les deux cas, la tombe est sans doute creusée en premier, puis le monument tracé en fonction de l'emplacement de la tombe.
Ce sont 2 tombes plutôt tardives dans ce phénomène princier qui démarre un siècle plus tôt en Allemagne. Et donc, comme je l'ai dit, les 2 tombes qui contiennent vraiment beaucoup d'objets anciens, parfois qui sont antérieurs de 2 générations. Là, typiquement, c'est le cas du cratère grec, produit vers 540 avant notre ère. Il avait facilement 70 ans quand il a été déposé dans la tombe. Ce sont 2 monuments qui ont été effacés du paysage anciennement, durant l'Antiquité ou le Moyen-Âge, ce qui explique pourquoi les tombes n'ont jamais été fouillées. Et ce sont aussi 2 monuments complexes, construits en fonction d'une mise en scène élaborée, avec, on l'a vu, la question d'un statuaire en façade, à savoir est-ce que c'est les représentations des défunts, du prince de Lavaux, de la princesse de Vix à chaque fois, ou de leurs ancêtres. À Lavaux, on n'a pas de pierre, on a des trous d'ancrage de pièces de bois au niveau de l'entrée du monument, qui nous font penser à des statues piliers. À Vix, on a la chance d'avoir ces statues en pierre. Et donc, vous voyez que grâce à cette nouvelle opération de fouille, on commence à pouvoir mieux comparer ces 2 sépultures qui sont effectivement emblématiques de ce phénomène princier du 5e siècle avant notre ère et qui nous permettent de travailler maintenant sur la question de la cérémonie funéraire en elle-même et toutes ces questions de mise en scène qui sont vraiment le ressort intrinsèque de l'architecture. On cherche à montrer quelque chose, à mettre en valeur évidemment la défunte et à offrir au moment de la cérémonie un écrin porteur d'un discours. Alors c'est le cas à Lavaux avec, vous voyez sur cette restitution, j'ai proposé d'y mettre ici les statues piliers, mais c'est surtout tout le discours relatif aux tombes des ancêtres qui sont mises en valeur au sein d'un enclos spécifique. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai déjà présenté ici, mais c'est un trait architectural qu'on peut enfin appréhender à Vix avec les quelques aménagements découverts. Voilà, Vix, Lavaux, 2 phénomènes, 2 manifestations spectaculaires du phénomène princier sur la haute vallée de la Seine. C'est un espace qui apparaît aujourd'hui comme un magnifique espace de compréhension des phénomènes qui nous font passer du premier au second âge du fer. Vous voyez qu'à Lavaux, à Vix, on est sur cette tradition hallstattienne des chars à 4 roues, des monuments en pierre sèche ou plus ou moins sèche tels qu'on en trouve depuis l'âge du bronze dans le nord de la Côte d'Or. Et à Lavaux, on a déjà des éléments du premier style celtique dans les décors des objets. On a non pas un char à 4 roues, mais un char à 2 roues. Et vraiment, cet espace de la Haute-Seine nous fait la transition entre ce vaste espace nord-alpin marqué par les pôles de pouvoir qu'on appelait les résidences princières et le domaine Haine-Marne, donc qui est en fait cette vaste concentration de tombes à chars à 2 roues qui va exploser la génération suivante, on va dire à partir du milieu du 5e siècle avant notre ère, comme s'il y avait un déplacement des élites ou des manifestations élitaires au-delà des limites initiales du phénomène princier, avec Lavaux qui apparaît comme un site un peu relais, un véritable chaînon manquant entre les deux. Et ça, c'est une opportunité exceptionnelle qui nous a été offerte par cette fouille préventive de mettre en lien ces différents blocs, ces différents territoires de l'âge du fer. Je m'arrête là sur cette image proposée par le musée du Châtillonnais de l'inhumation de la princesse, sur laquelle vous remarquerez que il n'y a pas la plateforme en pierre et le muret périphérique, il manque plein de choses. Et voilà, c'est l'intérêt de refouiller des choses qui ont été fouillées anciennement, mais très partiellement, c'est d'apporter une vision beaucoup plus claire des choses, avec de la stratigraphie, du phasage, etc. Et je pense que cette expérience d'avoir refouillé la tombe de Vix, elle pourrait très bien se reproduire sur tout un tas d'autres découvertes similaires, notamment à quelques kilomètres d'ici, on a 2 autres tombes princières fouillées au XIXe siècle, à Sainte-Colombe-sur-Seine, pour lesquelles c'est exactement pareil. On sait qu'il y avait une tombe à chars, il y avait un grand récipient en bronze, etc. Mais on ne connaît rien du monument qui allait avec.
Et vraisemblablement, on procéderait de la même façon en tamisant les remblais de la fouille ancienne. On trouverait encore plus de choses, puisque en 1953, ils avaient quand même envie de tout garder, de tout comprendre et d'être exhaustifs. Ce qui est perdu, finalement, des toutes petites choses, des choses qui ont été aspirées par la pompe, des choses qui étaient cachées par la boue, mais sans cela, ils auraient tout gardé. Alors qu'au XIXe siècle, voilà, on a pris le torque en or, on a pris la grosse vaisselle en bronze, et toute la ferraille, on l'a laissée. Ça veut dire qu'on a laissé peut-être le plus intéressant, ce qui permet de dater la tombe au plus récent, etc. Et donc, voilà, cette expérience de VIX est peut-être juste une étape sur de futures recherches. Merci de votre attention.